Bonsoir Christian Bonsoir. Clot, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Vous êtes explorateur, chercheur, mais surtout confiné volontaire. Alors, on vous avait reçu en pleine pandémie quand tout le monde rêvait de liberté. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien, vous aviez décidé d'aller vous enterrer dans une grotte avec 14 autres personnes, 14 volontaires. Deep Time, 40 jours sous terre. Voilà, c'est votre livre issu de cette expérience inédite. Ça s'est passé ici, vous allez voir, dans une grotte, la grotte de Lombrive, en Ariège. Objectif, comprendre finalement notre perception du temps en temps de crise quand on n'a plus aucun repère. Verdict, ça s'est passé comment ce voyage au centre de la Terre? Je suis encore là. Ils m'ont pas tué déjà. Première information, on y arrive. Non, c'est vrai que c'est une expérience assez étonnante puisque c'est assez rare comme ça de plonger un groupe de personnes dans un nouvel univers, une nouvelle vie, une vie où on vivrait à 100% d'humidité, 10 degrés et surtout sans information temporelle. Et ça, pour le cerveau, c'est très bizarre parce qu'on a tout le temps une information temporelle, que ce soit nos montres ou le soleil qui nous dit c'est l'heure de se lever ou de se coucher. Oui, là, noir absolu, il y a juste des lumières artificielles. C'est ça. Et qu'on décide d'allumer ou d'éteindre. Donc c'est vraiment nous qui sommes le paramètre du temps. Et là, on voit bien que c'est pas si facile, hein, parce qu'on est tellement habitué à ce que ce soit le système extérieur qui nous dicte le temps. C'est nos réveils qui nous réveillent le matin, c'est eux qui nous disent quand on doit manger, quand est-ce qu'il faut aller dormir, et ainsi de suite. Là, tout d'un coup, on doit... Mince, qu'est-ce que mon corps me dit, en fait? Alors justement, qu'est-ce que vous avez dit? J'ai l'impression que vous avez réussi à... ce dont on rêverait peut-être tous, allonger l'espace-temps. Alors on l'a allongé, c'est-à-dire que nous, en fait, nos journées, qu'on appelait des cycles, un temps de sommeil, un temps de veille, se sont effectivement allongés, puisque à la fin, nous, on pensait qu'il s'était passé 30 jours, alors que pour vous, il y en avait 40. Donc on a une moyenne comme ça de 32 heures, hein, mais en fait c'est une moyenne, on avait des rythmes très différents, donc on a allongé nos temps de sommeil, mais aussi nos temps de veille, conséquemment. Qu'est-ce qui a été le plus frappant pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont particulièrement étonné? Oui, alors on s'attendait un peu aux différents moments, hein, le moment d'excitation, on découvre tout, le moment d'apathie, on comprend plus ce qui nous arrive, puis ensuite la reconstruction d'une adaptation, tout ça on s'y attendait, ça s'est plus ou moins passé. Ouais. Plus surprenant, l'impression de liberté que cette expérience a révélée chez les individus qui l'ont suivi. À savoir, tout d'un coup, quasiment les 15, peut-être à une ou deux exceptions près, mais même pas tellement, ont ressenti une sensation de liberté. Et au début, on s'est dit, mais attendez, vous êtes enfermé dans une grotte, oui, qu'est-ce qui se passe? C'est totalement paradoxal. C'est paradoxal. Et en fait, on se rend compte que sortir de l'injonction temporelle, de ce moment où on est tout le temps en train de suivre finalement un rythme qui n'est plus le nôtre, qui est celui qu'on nous a créé de plus en plus, et bien finalement, ça nous enlève une grande part de sensation de maîtrise sur nos vies. Et quand on n'a pas de maîtrise sur nos vies, on se sent hors de la liberté. Et donc à cet instant-là, une fois que vous êtes sous terre, beaucoup plus libre finalement. Beaucoup plus libre. Comment vous vous organisiez du coup pour savoir quand dormir, quand manger? Alors chacune et chacun devait suivre son rythme. Donc aller dormir quand il était fatigué, aller se lever quand on avait assez dormi. Ouais. Donc ça veut dire qu'on était très décalé. Mais petit à petit, on a quand même constaté qu'il y avait un besoin, celui d'être avec les autres. On n'arrive pas seul. Et donc, inconsciemment, le rythme s'est mis au diapason du besoin des personnes avec qui on devait agir. On avait des travaux à faire, des travaux à mener, des envies peut-être d'être avec certaines personnes. Et sans se réveiller les uns les autres, néanmoins, nos cerveaux ont dit « Attends, mais essaye de te synchroniser un peu avec telle ou telle personne. » Finalement, on est arrivé à une horloge sociale plus qu'une horloge temporelle. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc ça veut dire qu'une horloge sociale, c'est une sorte de, naturellement, d'adaptation les uns aux autres, à vivre finalement ensemble et Absolument. coopérer ensemble. Coopérer, absolument. Alors, à réaliser que finalement, si on essaie de comprendre un peu ce que fait l'autre et pourquoi il le fait, de son rythme à elle ou à lui, et petit à petit, on arrive aussi à générer une adaptation par rapport à ces temps et à faire que nous soyons capables d'agir ensemble, quand bien même on ne peut pas se dire on se donne rendez-vous à telle heure ou on mange ensemble à telle heure. Il n'y a pas eu de clash? Parce que ça fait penser de façon peut-être un peu caricaturale, mais à des émissions de télé-réalité où vous avez des participants, des citoyens lambda, qui se retrouvent cloîtrés dans un endroit sans nouvelles de la terre ferme. Oui, alors plusieurs différences, vous avez raison, il y a ce côté-là, tout d'un coup on met un groupe de personnes dans un univers nouveau, et on voit comment... à des émissions. Alors trois différences. La première, c'est le casting, l'idée d'avoir créé un groupe qui a envie de vivre l'expérience et non pas qui est là pour éliminer les autres. Ça fait déjà une première différence. Deuxième grande différence, on n'était pas là pour jouer, nous.
C'était notre vie. Très rapidement, une fois qu'on était dans cette grotte, on a oublié tout le reste. On était là pour générer une capacité de vivre en commun et peut-être pouvoir y rester des mois, voire des années. Et on devait s'adapter à ce nouveau territoire, comme nous devrons nous adapter peut-être à des nouveaux modes de vie si tout d'un coup les choses changeaient avec le climat ou avec les nouvelles technologies. Donc on n'était pas du tout dans le même schéma mental que les jeux de réalité. Et alors, contre toute attente, vous racontez la fin de l'histoire, de cette histoire-là, avec finalement un peu de déception. Vous êtes désorienté quand, je vous cite, vous dites, on entend des cris, mes boyaux se tordent, et une participante qui dit, ah non, c'est trop tôt, allez-vous-en. Ouais. Bah oui, parce qu'on était bien. On avait réussi à recréer un modus operandi fonctionnel dans cet univers qui était devenu le nôtre. Et en plus, on était, nous, à 30 jours, on n'était pas à 40 jours. Donc on avait plein de projets, plein d'envies, on devait repartir explorer, on devait faire des travaux. Donc finalement, quand on nous dit c'est fini, non, c'est pas possible. Donc on est assez déçus, puis en plus, on sait, consciemment, inconsciemment, ça dépend des participants et des participants, que replonger dans la vie, il va falloir se réadapter à l'envers. Et que finalement, si on a réussi à créer une sensation de liberté intéressante dans la grotte, il n'est pas du tout dit qu'on arrivera à le refaire dans une vie qui va nous réimposer son rythme. Et là, la question aujourd'hui, c'est sommes-nous capables de garder cette maîtrise sur nos rythmes dans la société telle qu'elle est aujourd'hui? La réponse n'est pas évidente. Alors justement, le retour sur Terre, comment ça s'est passé pour vous? Différemment pour les 15, pour moi, c'était une plongée dans un monde. On a 80 pays qui ont suivi l'expérience, donc c'était extraordinaire. Beaucoup de monde qui voulait nous parler, donc ça a été une sorte de bouffée de sursollicitation. Et ensuite, moi, j'ai dû prendre un peu de recul. Le livre m'y a aidé aussi. Écrire ce livre, ça a été une manière de re-raconter cette expérience, de reprendre la main sur cette expérience qui m'avait dépassé. Aussi, parce que malgré 20 ans d'expédition, celle-ci a été très particulière et j'ai dû reprendre pied quelque part dans ce monde en rapport à l'expérience vécue avec des décisions que je devais prendre. Et ces décisions, elles ont été entre autres de réduire mon activité sur Internet, de réduire ma quantité de mails, de réduire mes téléphones. Oui, j'allais vous poser cette question justement, parce que sur la sollicitation technologique, vous n'aviez plus du tout en bas. D'ailleurs, vous racontez qu'au départ, vous cherchez votre téléphone tout le temps, alors que vous savez très bien que vous ne l'avez pas, et pourtant c'est une sorte de seconde nature. Oui. Comment est-ce que vous manœuvrez, comment est-ce que vous gérez cette notion-là qui fait fortement partie de nos vies? Est-ce que c'est compliqué au début? Oui, au début, on a tous envie de retrouver, quand on se réveille au début le matin, là, on cherche l'heure pour savoir quelle heure il est, si j'ai assez dormi. Parce qu'on a ce réflexe, c'est l'heure de réveil qui nous dit si j'ai assez dormi et non pas mon corps. Il faut réadapter sa manière de penser, dire je m'écoute. Et ça, c'est pas évident au début, mais quand on le fait, c'est assez fabuleux. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fort et cette capacité de réécouter nos vrais rythmes et finalement de voir que on peut dormir 20 heures et rester réveillé 40 heures et que ce n'est pas un problème tant qu'on respecte nos rythmes. Oui, et qu'on n'a pas un patron qui nous demande d'être tous les matins à 8 heures au boulot. Il y a de ça. Alors ça, c'est aussi une discussion que la société va devoir engager. J'en suis persuadé. Il y a des pays qui aujourd'hui imposent la flexibilité du temps horaire du matin pour que justement les gens puissent être dans leur propre rythme de réveil. Je crois que c'est une réflexion qu'on va devoir entamer en France. Est-ce que justement vous tirez des enseignements et peut-être encore des analyses que vous avez faites pour la vie actuelle et à venir? Complètement. Évidemment, beaucoup de choses vont sortir dans les années à venir sur les études qu'on a, mais clairement aujourd'hui, on sait, mais c'est pas nouveau, mais là, on l'a vraiment vu de manière certaine que à un quart d'heure près du réveil le matin, on va passer une bonne journée ou une mauvaise journée. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être réécouter un peu plus ces rythmes. La quantité de sollicitation du cerveau est beaucoup trop importante aujourd'hui par rapport à nos capacités d'analyse. Donc il va falloir réduire la sollicitation. Quand on parle de devoir livrer en 10 minutes, de devoir tout avoir très vite, à un moment donné, ça va trop vite. Le cerveau, il n'est quand même pas tout à fait paramétré pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, le cerveau. Ça veut dire qu'il a besoin d'arriver à paramétrer un certain nombre d'éléments pour pouvoir se sentir bien et prendre des décisions avec acuité. Et ça, on ne peut plus le faire si on a trop de sollicitations. Donc beaucoup de choses qui sont en réflexion aujourd'hui, qui pourraient peut-être aider le futur. Eh bien merci, Deep Time, 40 jours dans une grotte, c'est passionnant et peut-être dans 8 mois pour votre prochaine avec grand expédition. Plaisir. Merci encore, Christian Clot. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux. Bonne émission et je vous dis à demain.